aurait réussi peut-être à trouver une solution tout à fait. C'est la solution à laquelle nous passons maintenant tous à la diaspora. Au lieu de faire confiance à nos parents, à nos frères, soeurs, cousins, tout ça, nous voulions avoir des structures appropriées sur le terrain qui vont faire le suivi de nos bâtissements ici. Et l'idée a commencé à germer dans beaucoup de cellules de la diaspora. Les efforts se font maintenant pour qu'on ait une relation de la diaspora à l'intérieur du pays. Pour que nos bâtissements soient suivis et soient bien gérés. Bien, alors, ce qu'on vous reproche aussi, en guillemets, parfois, c'est que vous êtes trop ponctueux, trop rigoureux. Finalement, vous devenez plus blanc que les blancs vous-même, avec certaines exigences qui ne sont pas les nôtres sur le terrain, M. Bocho. Bon, je comprends qu'en tant qu'Africain, on est plus social, je dis même communiste. Mais il faudrait comprendre que le monde aujourd'hui est un monde capitaliste. C'est-à-dire que si vous avez un, vous ajoutez un, ça ferait deux. Mais si vous avez un et vous le détruisez, c'est que vous ne pas seulement zéro, mais vous avez moins un. Donc c'est qu'il faudrait qu'on préserve ce qu'on a, on ajoute quelque chose d'autre. Et je crois que le Togolais est si gentil. Donc on ne peut pas demander aux gens de gérer nos biens sans penser à leur suivi. Je crois que les Togolais de temps en temps aussi aident ces gens-là qui gèrent leurs biens. Bon, on pourrait demander de faire de salaire à ces gens-là et s'assurer qu'ils ne vont pas utiliser plus le salaire et venir prendre le fonds d'investissement. Mais toutefois, d'autres le font encore, mais le constat est toujours le même. En fait, ce n'est pas tout le monde qui est malhonnête. Je crois qu'il y a des gens sérieux quand même qui... Bah oui, je ne peux pas quand même dire que tout le monde est malhonnête, mais la majorité des cas, on voit qu'il y a l'échec. Il y a des déceptions. Énormément, énormément. Et l'amertume gagne la diaspora. Beaucoup de gens qui vont parler, dire ah mais non, tu vois, les gens, ça n'a pas servi à ceci, et fait ceci, ça n'a pas réussi. Bon, vous vous demandez est-ce qu'on paie quelque chose maintenant? On donne le prix de ce qu'on met, de ce que la choucroute nous voit sur le terrain ici. Et les gens pensent qu'ils sont plus malins pour vous dérouler. Mais à la fin de compte, on perçoit la réalité, on est déçu. On est vraiment déçu. Avez-vous une idée du poids économique de la diaspora? Qu'est-ce que ça représente dans l'économie, que ce soit informel ou formel, ce que vous envoyez au pays, et qu'est-ce que ça représente par rapport à la situation économique du pays? Bon, dans d'autres pays, je crois que l'envoi de la diaspora, je veux dire l'envoi financier de la diaspora dépasse pratiquement les aides extérieures de l'Union européenne, des États-Unis, de tout ça. Donc, c'est que le poids économique de la diaspora est considérable. Nous devons tenir compte de ça. C'est-à-dire que ce que la diaspora envoie est plus important que l'aide au développement? Tout à fait. Tout à fait. Vous avez des apports, des mesures de ces estimations? Oh oui, je n'ai pas les données statistiques à mon niveau actuellement, mais selon lecture des rapports de la Banque mondiale, de FMI, les constances sont réelles que l'apport de la diaspora est plus énorme que les aides de ces pays occidentaux. C'est ça. Et je crois savoir qu'au Mali, il y a un village, tout un village qui a été construit rien que par l'aide envoyée par la diaspora. Tout à fait. J'ai eu le coup de ça aussi. Et comment cela peut arriver aussi dans nos sociétés ici au Togo? Oui, ça pourrait arriver si d'abord au niveau de la diaspora, on s'organise dans des structures appropriées et qu'on a un relais sur le terrain, de manière que ces apports de la diaspora puissent vraiment aboutir aux fins indiquées. Le problème, ce n'est pas qu'on n'a pas la volonté, mais on se dit vraiment si nous pouvons arriver. On a la volonté, mais on est concerné par l'aboutissement de nos ambitions. Donc, si l'intérieur nous rassure, je pense qu'on peut faire assez. Et je crois qu'au début, on a commencé par des efforts individuels à travers la diaspora, mais il y a maintenant une orientation à ce que, où la diaspora maintenant s'oriente vers des regroupements sociaux pour pouvoir mieux investir et mieux gérer ces investissements. Vous vous retrouvez de temps en temps là-bas aux États-Unis entre vous, Togolais? Oui, il y a des différentes associations sociales dans les différentes agglomérations des Togolais qui habitent. Moi, je suis de la côte Est. Il y a dans l'état de Maryland, Virginie, d'ici il y a plusieurs associations togolaises. Ce n'est pas une seulement, mais plusieurs. Et vous suivez l'évolution de la situation au pays, n'est-ce pas? Oh oui, on essaie d'être en contact direct avec l'association de l'intérieur du pays et voir ce que nous pouvons faire pour être plus d'apport. Pour aider plus au pays de pouvoir s'émerger. Et qu'est-ce que ça vous dit quand vous apprenez les nouvelles du pays? Quels sont vos sentiments, aussi bien les nouvelles de la famille que du pays en général? Oui, vous savez, bon... La disparition d'un membre, par exemple, de la famille, une situation qui est politique, par exemple, au pays. Comment vous ressentez ça là-bas? Non, c'est un choc. Bon, si nous commençons par la disparition des proches, c'est un choc parce que vous avez fait longtemps avec la personne. D'autres sont partis 5 ans, ils sont encore de retour. Et subitement, vous apprenez que ce membre-là disparaît, que vous ne verrez plus jamais dans votre existence. On a un choc. Et je pense que beaucoup d'entre nous
font des efforts pour aider à ce que les derniers souhaits, hommages soient rendus à ceux de fin. Et on le fait énormément dans la diaspora actuellement. Ça. Je crois que si nous revenons aussi et nous voyons l'état des choses aussi, on est choqué. Mais vous savez, qu'est-ce qu'on peut faire de plus pour donner à des gens à leur retour pour changer leur vie? Pas grand-chose. Si vous maintenant donner 100 000 francs à toute personne, je pense que ça ne va pas plus d'un mois. Ça va encore finir. Mais c'est pourquoi nous pensons que les investissements qui peuvent créer des emplois, qui peuvent assurer les revenus, le pouvoir d'achat à la population de l'intérieur serait le moyen le plus indiqué. Donc c'est pourquoi nous efforçons pour que les structures qui pourraient employer et ainsi assurer un pouvoir d'achat à ces employés et ça crée de l'espoir à leur famille. Ça crée de l'espoir aux jeunes ou à ceux qui suivent ces gens de voir, ah mon frère maintenant employé, si moi je continue mes études, peut être employé, si il n'y a pas d'aller à l'extérieur, peut trouver du boulot à l'intérieur ici. Et c'est là où nous effectuons, et avec l'accompagnement Planète, c'est ce qu'on avait fait depuis les 2 ans que nous sommes sur le terrain, ce que nous faisons pour créer de l'emploi à la jeunesse, à la population togolaise. Et avec l'implication des autorités, parce qu'on ne peut pas faire de ces actions s'il n'y a pas une implication, en tout cas l'aval des autorités en place. Oui, c'est pourquoi nous voulons changer la dynamique, approcher le gouvernement pour le faire comprendre que nous nous voyons en tant que les citoyens de plein droit de ce pays. Acteurs de développement. Acteurs de développement. Et nous devons nous supporter. Au lieu de mettre des freins, de blocage systématique sur place, je crois qu'ils devraient comprendre que l'avenir de ce pays nous concerne nous tous. Et nous devons faire des efforts de chaque côté que nous serons. Des partis politiques, des mouvances, je ne sais pas quoi. Nous devons être conscients que nous devons faire de manière que l'avenir de ce pays soit radieux. Pour que nos enfants ne vivent pas les mêmes difficultés que nous vivons aujourd'hui, mais en espoir de vivre mieux que nous aujourd'hui. Et vous avez justement cet espoir que ça va aboutir, vos actions que vous êtes en train de mener actuellement sur le terrain? Oui, ça va aboutir. Je suis très confiance là. Nous allons faire des efforts nécessaires. Si ça n'aboutit pas à mon niveau, je pense que ça va aboutir à d'autres niveaux. Et ensemble, nous pouvons créer le socle nécessaire de développement pour ce pays. On a besoin de le faire. Nous sommes obligés de le faire. Vous savez quoi? Quand on vous dit que vous êtes dans la diaspora, et vous dit que vous êtes togolais, on ne voit pas seulement ce que vous êtes en tant qu'individu, mais on voit derrière vous la nation togolaise, ce que la nation togolaise représente. Si c'est un échec en tant que nation togolaise, en tant que vous, individu, si vous avez toute la richesse du monde, vous n'êtes pas considéré, vous n'êtes pas respecté non plus. Oui. Donc je crois que nous devons être conscients, nous tous, en tant que Togolais, de faire les efforts nécessaires pour améliorer les conditions de vie de ce pays, pour que ces reflets de cette nation sur nous soient positifs. C'est très important. Okay. Alors, dans quel domaine vous pensez axer vos actions dans un bref temps, dans un temps court ou moyen? Dans quel domaine? Quels sont vos domaines prioritaires d'investissement pour le développement des sociétés auxquelles vous appartenez avant de vous expatrier à l'étranger? Oui, je crois que nous devons miser sur le social. Nous devons aussi sensibiliser d'abord la population. Vous savez, tous les efforts seront voués à l'échec s'il n'y a pas une conscientisation de la population sur le bien fondé de ce que nous faisons comme apport à l'intérieur du pays. Donc, si vous maintenant créez une entreprise, les gens systématiquement sabotent votre entrepreneuriat. Vous échouez. Ça ne va pas apporter de plus. Mais si les gens ici sont conscients que si on est positif, nous sommes positifs et nous faisons réussir cet entrepreneuriat, pas seulement qu'en tant que moi, Eric, j'en bénéficie, lui, en tant que Is en bénéficie, mais nous créons l'espoir pour les autres aussi de continuer. Et ainsi de suite, de cellule en cellule, on créera des agrégats qui vont changer la dynamique économique de ce pays. C'est ça. Ça, c'est au plan social. Est-ce qu'il y a d'autres aspects que vous pouvez ajouter encore et qui sont vos priorités en matière d'action sur le terrain? Je crois que, j'ai parlé en même temps du plan économique et social, je crois que la société est le fondement de tout. Si nous attelons à transformer la société en société positive, chacun se demande qu'est-ce qu'il peut apporter pour construire cette société, les autres aspects vont réussir. Je crois que les problèmes que nous vivons aujourd'hui au Togo en tant que problème politique ont des racines plutôt sociales. Parce que si le Togolais de Agbatopé a confiance que s'il est avec le Togolais de Grinkouka, il n'y a pas de différence. Ils peuvent être ensemble et construire quelque chose. De même, le Togolais de Kara pense que s'il est de Tchévier, ils ont la même vocation de faire aussi ce pays. Je pense que cette confiance pourrait changer beaucoup de choses dans ce pays. C'est une méfiance-là qui fait ces disparates politiques et qui endommage beaucoup notre avenir ensemble. De nous tous, il faudrait que nous changeons notre vision, à transformer en positivité. Et il faudrait travailler beaucoup sur ça. Et à la longue, vous pensez que le phénomène le départ massif que l'on remarque aujourd'hui sur le continent africain, vous pensez que ça va diminuer ou bien ça va s'accélérer?
C'est une question bonne, hein. C'est une bonne question. Au fait, je ne peux pas prévoir ce que serait d'ici 10 ans l'avenir de ce pays. Oui, oui. Mais si les conditions sur le terrain changent mieux, ça va ralentir. Ça va ralentir. Ça va ralentir, il y aura des retours. Vous savez, d'autres qui ont fait il y a plus de 10 ans aux États-Unis, ils commencent à être fatigués. Parce que, bon, ici dans ce pays, il y a la misère, on se vit difficilement. Mais chez nous là-bas, il y a le stress. Vous êtes plus... Autre nom de la misère ou bien je veux dire, c'est la jumelle de la misère. Pas de la misère en fait, mais c'est que vous travaillez plus que vous pouvez accomplir et qu'on est devenu, on est dépassé. Mais on fait tout ça pour pouvoir avoir de l'épargne nécessaire pour pouvoir aider ici à l'intérieur. Donc si les conditions s'améliorent sur le terrain, je crois qu'il y aura un ratissement de l'immigration. D'autres vont commencer même pas à revenir, investir, employer des gens ici. On n'a pas besoin encore de s'exiler ou d'immigrer vers l'extérieur pour pouvoir se vivre mieux. Il y a des gens qui sont partis et qui ne sont jamais revenus, hein, ou bien qui mettent du temps, 20, 25 ans avant de faire un voyage au pays. Oui, il faudrait diagnostiquer en cela plusieurs causes. D'autres qui n'ont pas envie de revenir aujourd'hui, c'est pas seulement qu'ils n'ont pas les moyens de revenir, mais c'est que ils ont été tellement déçus qu'ils n'ont pas même revenu voir la famille qui les a déçus, les gens qui l'ont déçu. Ils préfèrent rester là-bas. D'autres disent, ah non, moi je veux que bon, je sois enterré ici avec que je m'arrive. Tout ça là, c'est déception. Et nous devons s'attaquer à cette racine-là qui font de manière que les gens n'ont plus tellement envie de revenir voir les parents ou investir ici. Donc, et aussi, il faudrait aussi entrevoir autre aspect de la chose. Ceux qui se sont aventurés et qui n'ont pas de conditions appropriées, aussi ne veulent pas venir et ne pas vraiment apporter quelque chose de grand. Donc, ils préfèrent se réserver dans la diaspora l'extérieur. Des gens qui ont déjà fait toute leur vie là-bas, qui ont leur famille, ils n'ont plus de raison de revenir, c'est ça? Non, vous savez que le Togolais, disons l'Africain, est tellement social, donc il a envie de venir voir les parents, moi qu'ils ne sont plus là, mais je pense que beaucoup de gens ont encore les parents ici en vie, même si les parents ne sont pas là, les proches, ils peuvent avoir envie de revenir, mais lorsque on voit qu'il n'a pas une bonne affinité avec ses parents qui sont encore ici, ou les choses qu'on avait entreprises n'ont pas réussi, on préfère ne plus vraiment venir s'embêter. À votre avis, quelle durée faut-il faire avant de faire un tour au pays? Je pense que ça dépend des conditions de chaque personne dans la diaspora, les moyens économiques. S'il avait pu réussir rapidement, 5 ans vous avez trouvé des moyens nécessaires, et aussi il faudrait aussi voir le côté des papiers. D'autres n'ont pas les moyens réguliers de revenir, donc ils sont bloqués. Tu reviens, tu peux repartir, tout ça. Donc il y a aussi cet aspect de la chose. Mais économiquement, les gens prennent du temps pour se stabiliser. Et ça, il faut considérer ça. Parce que quand votre enfant quitte ici, 1 an, 2 ans, commence par la presser, envoie de l'argent, alors qu'il ne sait même pas stabiliser encore dans ce pays. Il n'a pas les moyens de se mettre encore à l'école, il n'a pas encore une formation appropriée. Il vote. Bon, les salaires de début, là, où disons les paiements de début ne sont pas suffisants pour pouvoir aider les gens ici. Mais quand la famille vous presse, les gens abandonnent l'école, et carrément, votent, faire les travaux, je veux dire... Les petits travaux. 2, 3, pour pouvoir seulement envoyer de l'argent au pays. Et ça devient un cercle vicieux pour eux. Et vous n'avez jamais sorti de ce cercle vicieux. Et là, à la longue, on devient irrité, on devient dépassé et carrément on disparaît. Du circuit, on ne veut plus revenir ici, on ne veut plus apparaître. Mais si les parents d'ici laissent le temps aux gens de la diaspora d'abord de réussir, stabiliser économiquement avant de demander de les aider, ça pourrait aller. C'est qu'avant votre départ, on a dû faire des dettes, on a fait des emprunts, il fallait rembourser cela rapidement. Il y a plusieurs de ces cas. Oui, je crois que c'est justement la raison pour laquelle il a dit plutôt que nous devons être informés de cette réalité du terrain. C'est ça. Pour que on ne va pas dire à quelqu'un que prends mon enfant parti maintenant pour rembourser votre dette, il faut demander à la personne pour apporter un peu de 2 ans, de 3 ans, de 4 ans, 5 ans, ça dépend de comment, quelle relation vous avez fait avec l'argent toutefois, mais il faut négocier des thèmes qui donnent l'opportunité à la personne qui voyage d'avoir le temps de se stabiliser, se mettre en situation de pouvoir aider et de rembourser ça facilement. Mais si vous mettez dans un engrenage, dans un cercle vicieux, bon, ça c'est difficile de la personne de s'épanouir. Et pas seulement qu'il ne va pas s'épanouir personnellement, mais c'est que tous ceux qui vont le suivre ne vont pas arriver à s'épanouir non plus. Parce que si ça m'a eu le temps de pouvoir réussir l'éducation pour 4 ans, avoir sa licence, sa maîtrise, son doctorat, avoir un bon boulot, je pense qu'il pourrait aider plus de gens qui nous pourraient aider s'il est limité à faire les 3 boulots là et il n'a même pas le temps de se reposer. Il peut avoir des miettes. Mais si on l'aide à réussir, il pourrait aider plus de personnes qui l'auraient aidé si on l'empêche de réussir. Bien, merci. Question à la une, impact économique de la diaspora dans le développement du continent africain. Monsieur Rick Bouchot, qui s'est installé aux États-Unis depuis combien de temps? Pratiquement 11 ans. 11 ans. Vous êtes déjà revenu combien de fois? Il a dit
C'est 5 fois que je suis de retour, ça. C'est ça. Alors, l'entrée aux États-Unis devient de plus en plus difficile malgré toute cette histoire autour de l'autorité visa. Et finalement, les gens se sont illusionnés. On a pensé que c'était la clé qui va ouvrir les grandes portes de l'Eldorado américain, mais c'est toujours pas le cas. Qu'est-ce que vous en pensez là-bas? Est-ce que vous arrivez dans votre structure, dans la diaspora, de réfléchir sur les conditions posées par les États-Unis à l'entrée de leur pays? Oui, je pense que nous devons quand même remercier nos pays d'accueil parce qu'ils nous ont beaucoup donné. Il ne faut pas être ingrat envers eux. Ils ont beaucoup donné. Il y a des situations actuellement sur le terrain qui les amènent à pouvoir fermer leurs portes. Il faut parler de la sécurité. Ils ont besoin de la sécurité pour leurs propres citoyens aussi. À voir ce qui se passe dans le monde, ils commencent par verrouiller les portes. Bon, c'est pas contre nous, Africains, je ne sais pas que c'est contre X ou Y, mais c'est pour la sécurité de leurs propres citoyens aussi. Et ils ont le droit de faire ce qu'ils font. Oui, mais je crois que le cas de la loterie Visa, par exemple, on sait tout ce que ça coûte. La dernière fois, on a vu des gens qui ont dû manifester justement parce qu'ils ont beaucoup investi et finalement, on leur refuse l'accès aux États-Unis. Bon, je ne sais pas si le fait de gagner le visa vous donne accès automatiquement aux États-Unis, je ne crois pas. C'est ce qu'il faut essayer d'expliquer aux gens. Oui, c'est une procédure à suivre. Il y a des conditions que vous devez remplir avant de pouvoir être admis sur le sol américain. Bon, si après enlever le visa, tout ça là, est-ce que les conditions ont été réunies? Je ne sais pas. Je n'ai jamais eu le contact avec la diplomatie américaine pour savoir quelles sont les conditions qu'il faut remplir dans ce sens-là. Mais toutefois, il faudrait être plus pragmatique, s'assurer que j'ai rempli les conditions requises avant qu'on me refuse le visa d'entrée. Là, il y a un manquement à mon niveau personnel qui m'empêche de pouvoir arriver. Là, c'est une évaluation que chacun fait à son niveau. C'est ça. C'est ça. Je vais encore être indiscret avec vous. Alors, comment vous avez fait pour entrer? Est-ce que c'est pas l'autre visa ou bien c'est pas d'autres portes? Non, moi j'ai eu un visa d'étudiant au début. J'étais sponsorisé par un Américain que je tiens encore à remercier aujourd'hui pour m'avoir donné l'opportunité de pouvoir aller aux États-Unis fréquentes. Et après vos études, vous êtes installé là-bas? Exactement. Vous n'avez pas pensé revenir au pays pour mettre à profit ce que vous avez appris là-bas? Moi aussi, chacun a envie de revenir au pays. C'est pourquoi j'ai commencé par investir pour voir d'abord comment ça pourrait aboutir. Si ça réussit très bien, on veut être sur le terrain, aider davantage. Nous sommes conscients que l'avenir de ce pays aussi repose sur nos épaules en tant que les gens de la diaspora. Nous avons conscience que nous devons investir dans le pays. Mais si les conditions d'accueil ne sont pas réunies ici sur le terrain, s'il faut revenir pour échouer, je ne pense pas que c'est judicieux de revenir. Mais si les autorités de place nous donnent les conditions ou accordent les conditions nécessaires pour que nos investissements le retour soit fructueux, je pense que beaucoup d'entre nous ont envie de revenir. Vous parlez de quelles conditions qu'on puisse vous donner pour que ce soit favorable sur le terrain? De la part des autorités, bien sûr. Ah oui, bon, dépend de quel département, de quel domaine vous investissez, les conditions doivent être réunies en ce sens-là. Bon, les questions administratives, voilà. Le pouvoir doit faire beaucoup d'efforts en ce sens-là. Parce que si vous avez passé, je pense que la fois dernière, il a le gouvernement qui a, a lancé une réforme d'amélioration des conditions d'installation des entreprises sur place. C'est un élément, c'est un des éléments. Donc si ces conditions autres que ça sont rassemblées, je pense que là, les gens vont revenir davantage pour investir. Favoriser le retour de la diaspora ouais. Et leur donner les conditions optimales pour leur installation, c'est ça? Exactement. Et je crois que ce qui pourrait faire revenir les gens de la diaspora, c'est les conditions d'investissement, les conditions pour faire réussir l'investissement. Parce que beaucoup d'entre nous ne peuvent pas revenir espérer être employés dans l'orientation de l'État et consorts. On peut que revenir à être des indépendants économiques, c'est-à-dire en tant que développeurs économiques. Donc les conditions en ce sens devaient être réunies. Donc si les systèmes bancaires ne sont pas bien élaborés, c'est-à-dire que si vous pouvez avoir des prêts pour faire ce que vous voulez faire, s'il n'y a pas des subventions de l'État pour pouvoir vous accorder les moyens nécessaires pour réussir, bon, les gens ne peuvent pas continuer. Si il y a des blocages systématiques sur le terrain, qui vous fait échouer automatiquement, les gens ne peuvent pas continuer à vouloir revenir pour investir. Donc je ne vais pas laisser les choses une à une, mais je pense que interpeller le gouvernement parce qu'il connaît tout cela de même. Donc il nous interpelle le gouvernement à ce niveau pour pouvoir améliorer les conditions pour que les gens puissent revenir au lieu seulement d'avoir envie de partir de ce pays-là. Alors quand on parle de la diaspora, ça veut dire que vous êtes éparpillés dans plusieurs pays du monde. Est-ce qu'il y a une synergie, un travail qui se fait en synergie? Par exemple, quand on prend le Canada, les États-Unis ou encore l'Europe, est-ce que vous êtes en contact avec d'autres ressortissants du Togo dans ces pays? Ben, vous savez, ceux qui sont en l'air extérieur, ils sont des amis, des frères, des connaissances. Donc, il y a toujours des contacts, des liens d'individus. Mais en tant que une synergie d'associations pour vraiment
créer des mécanismes de développement, ce n'est pas encore sur place. Il y a des efforts qui se font sur le terrain pour arriver à avoir... Ça peut être aussi une faiblesse de la réussite de la diaspora africaine, parce que quand on prend les Arabes, il y a l'organisation, hein, quand on prend les Juifs par exemple en France, il y a une véritable organisation des Juifs, et tout cela, ne pensez-vous pas que ça doit peser fort dans les décisions, hein, aussi bien dans votre pays d'origine que là, dans le pays d'accueil? Oui, tout à fait. Et c'est le pourquoi j'ai parlé que le problème, j'avais dit plutôt que le problème du Togolais est d'abord un problème social. Et j'ai quand même mettre un accent particulier sur ce point-là, le posing social. C'est-à-dire que si vous avez entre quelque chose maintenant avec quelqu'un, il vous a fait montre de bonnes intentions, la personne est avec vous pour entreprendre. Mais en même temps, cette personne est votre fossoyeur. Il crée les trucs pour vous tomber, pour qu'on dit que vous avez échoué, c'est lui qui a réussi. Donc, ça brise la confiance automatiquement. Et c'est ce que nous devons essayer d'éradiquer dans la société togolaise. On a dû importer, je veux dire, c'est pas exporter ce négativisme à l'extérieur. C'est que le Togolais maintenant peut du Togolais à l'extérieur. Ah bon? Bien sûr, tout à fait. Il faudrait qu'on dise les choses clairement. C'est que vous avez avec quelqu'un. La personne vous sourit, fait tout ça comme étant quelqu'un de bienséant. Mais alors que c'est lui qui vous pointe dans le dos, que vous échouez. Je crois que ça, c'est très malveillant au niveau du Togolais à l'extérieur. J'ai mon expérience personnelle. Et je crois que ça choque énormément. Ça choque énormément. Et nous devons interpeller chaque Togolais à cultiver le positif en soi, pour qu'on fasse le bien pour le bien. Mais qu'on ne soit pas cet être-là qui veut se dire malin pour faire sur l'autre, pour qu'on dise qu'il est le seul à réussir. Je pense que si nous sommes nombreux à réussir, on pourrait aider ce pays plus qu'on aurait à pouvoir le faire si on est seulement un pour réussir. Vous avez des conseils pratiques à donner aussi bien aux jeunes qui sont encore tentés par cette aventure qu'à ceux-là avec qui vous cohabitez déjà là-bas, pour qu'il y ait une action synergique de sorte que